Exprimé sur la question de la création monétaire. D'abord en 1974, sous Giscard d'Estaing, Giscard d'Estaing disait c'est l'interdiction faite à la Banque de France de prêter aux collectivités territoriales. Ce n'est pas de la création monétaire, c'est de prêter à la puissance publique, obligeant comme ça les régions, ça n'existait pas encore vraiment, et surtout les départements et les municipalités à emprunter à des banques privées. Ça a été reproduit dans le traité de Maastricht, qui est en même temps un traité qui transfère la création monétaire à la Banque centrale européenne. Maastricht, c'est 1991, sur tout ça. Non, bien sûr. Bien sûr. C'est quand même une aberration. Il prend tout par toute la monnaie et j'ai pas besoin de savoir qui fait les mois. Donc, on est déjà dépossédé avec la monnaie et d'autres éléments de la création monétaire est un des attributs de la souveraineté. Était, oui, mais dans le principe, je veux dire, dans le principe. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais ça m'incite à dire ceci qu'il faudra bien garder en mémoire quand on parlera du projet de grand marché transatlantique. Les États-Unis font ce qu'ils veulent. Ils signent je donne un exemple tout très rare. Ils signent un accord de libre-échange avec la Corée du Sud, et notamment, et normalement, Samsung doit avoir accès au marché américain à capacité de concurrence égale avec Apple. Eh bien, M. Obama décide qu'il n'en serait pas ainsi pour les Apple. Et il maintient les barrières douanières sur Samsung. Donc, c'est la loi du plus fort. Et nous ne pouvons pas, surtout quand on viendra nous raconter, comme Mme Brick, qui est la ministre française du Commerce aujourd'hui, que toutes les garanties ont été prises pour que ce genre de choses ne se passe pas. On est dans une histoire de rapport de force, à ne pas l'oublier. Merci. Ils sont beaucoup plus protectionnistes que la Commission européenne et les gouvernements européens. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau taxation des entreprises, la taxation des entreprises aux États-Unis est plus élevée que la moyenne de taxation en Europe. C'est difficile à dire ça. Je vous ai entendu là-dessus parce que c'est une compétence des États, pas de l'État fédéral. Et donc ça varie. Entre le Missouri et la Californie, vous n'avez pas le même. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce que quand les Européens parlent de libre circulation, avec tout ce que ça veut dire, et de liberté d'établissement, ils imposent aujourd'hui au 28, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Il y a une autonomie des États fédérés qui est beaucoup plus importante qu'on ne le pense et qui va sans doute se manifester dans les leurs alliés aujourd'hui contre le grand marché transatlantique. C'est en partie ceux qui ne veulent pas que Washington ait tous les pouvoirs. Enfin, c'est un autre débat. Maintenant, on a abordé la situation du système que nous subissons depuis des décennies, depuis quelques années. Et ce système a revenu le nom qu'il a, c'est le capitalisme. Et nous savons que le capitalisme ne vit qu'à travers des crises. C'est systémique, les crises du capitalisme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va un tout petit peu mieux qu'il y a quelques années, mais il y a quelques années, on ne pouvait même plus utiliser le mot. C'était tabou, on était sans doute un dangereux, tout par marron, le couteau entre les dents, quand on osait désigner le système dans lequel nous vivons par son nom, le capitalisme. Le drame de notre, je veux dire, de tous ceux qui ne vivent que de leur travail et de ceux qui n'en ont pas, c'est que la force historique qui était censée nous protéger du capitalisme et qui était censée prendre des avancées pour en diminuer les effets nocifs, elle s'est ralliée complètement.
C'est ça le drame. Si vous relisez Jaurès, moi je suis un disciple de Jaurès de la première à la dernière ligne de toute son œuvre, l'espérance dont il était porteur et qui s'appelait socialisme, aujourd'hui n'existe plus dans la pratique des partis qui se réclament du socialisme. Et donc c'est ça la catastrophe, c'est que face à l'offensive qui a connu une accélération à partir de la chute du mur de Berlin, parce qu'il y avait plus la peur du communisme, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de barrières. Il y a dans chaque pays des organisations syndicales qui se débattent, et sur le terrain, et tant qu'elles se peut au niveau national, il n'y a rien au niveau européen. Parce que permettez-moi de le dire, j'ai eu la chance d'avoir l'amitié de Georges Debulle, qui était un des fondateurs de la Confédération européenne des syndicats. Et Georges Debulle est venu dire dans son fauteuil roulant à Paris, pendant la campagne pour le traité constitutionnel européen, la Confédération européenne des syndicats est devenue la courroie de transmission du patronat. Alors, on a sorti comme un miracle que sur le TSCG, elle a dit qu'elle ne l'acceptait pas. Voilà. Mais quelle est l'action qui a été entamée? Quelle est l'initiative qui a été prise? Rien ou très peu, ou en tout cas, rien d'efficace. Alors, je ne sais pas si ça va plaire à mes camarades syndicalistes qui sont à la même tribune, mais nous, en France, on a vécu des grandes batailles contre les retraites, contre le démantèlement des retraites. Ça s'est traduit par quoi? Des grèves un lundi par mois, comme si l'important c'était de soutenir le couvercle, que la vapeur s'échappe, mais que ça n'explose pas. Et ça n'a rien donné. Et on va recommencer, on en a déjà eu une, on a eu 300 000 manifestants sur toute la France le 10 septembre. C'est comme ça qu'on pense résister aux avancées complètement débridées du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Eh bien, nous sommes condamnés à la certitude. Moi, c'est ça qui m'a pas plu. Je l'ai déjà écrit en 2004 dans mon bouquin. Il faut faire ce qui fait mal. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une chose qui fait mal au patronat, c'est la grève générale. C'est beau de le dire, il faut encore le faire. Plusieurs éléments avant d'en venir à la grève générale, bien entendu. Donc, deux, trois éléments. D'abord, je remercie vraiment Bernard pour revenir à son intervention, parce que finalement, il a quand même un petit peu recadré un certain nombre de choses, avant de venir à la suite, un certain nombre de choses par rapport au traité. Donc, pour résumer, si je peux me permettre, Bernard, ta pensée, c'est de toute façon, l'État belge s'est engagé et on votera une tonne de laine, parce qu'il faut quand même appeler un chat. Deux, nous serons entendus au Parlement wallon, pardon. Maintenant, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais s'il y en a un ici dans la salle qui croit qu'on va être entendu au Parlement wallon, ça va changer quelque chose au niveau du vote. Je vais lui enlever ses illusions, parce que bon, ça, il faut quand même un peu tomber les pieds au terre et pas croire au miracle. En tout cas, moi, je ne crois pas au miracle. Ceci dit, ce qui est aussi important dans ce que Bernard a dit, c'est que l'action que nous avons menée va permettre d'être entendue au niveau du Parlement, mais surtout, quand on parle de plan d'action par rapport au traité budgétaire, c'est aussi le plan d'action après le vote qu'il va falloir imaginer. Il faut bien entendu continuer à mettre la pression jusqu'au moment du vote. Il faut continuer à mettre la pression, mais dans l'objectif avoué entre nous, on pourra encore faire pencher la balance, mais surtout dans l'objectif un peu plus, concret, que ça doit nous mener à un plan d'action dans la suite du vote qui sera pris. C'est ça qui me paraît le plus important, parce que je pense, Philippe l'a dit un petit peu à la fin de son intervention, ce qui a surtout
c'est que nous devrons partout, à tous les niveaux, et en parenthèse, une initiative comme celle qui est prise ici à Liège est éminemment importante pour ça, par rapport à ce que vous allez faire jusqu'au moment où il y aura le vote, mais surtout aussi par rapport à la vigilance et à sans cesse, comment dire, les accusations que nous devrons porter sur tous les actes qui seront pris demain au niveau politique, au niveau budgétaire et autres, et qui seront systématiquement en lien avec les décisions de vote du traité budgétaire. Et quand on viendra nous dire il n'y avait pas moyen de faire autrement, nous devrons dire il y avait moyen de faire autrement, c'est vous qui vous êtes tiré une balle dans le pied, vous avez décidé de ne pas avoir le courage de voter contre, alors qu'il y avait moyen de pouvoir le faire, ne plus que dans une enceinte. Nous pouvions arrêter la mécanique, et par le passé, la petite Belgique a réussi à enclencher la réduction mécanique quand il y a eu l'AMI. Et pourquoi? Pour le dire platement, parce qu'il y a 20 ans d'ici, il y avait des couilles et que maintenant il n'y en a plus. Ça, c'est ce qu'il faudra leur dire de façon très claire et très plate par rapport aux lignes pleurées qu'on aura devant nous et qui m'énerve et m'insupporte profondément, c'est quand on est à des niveaux de pouvoir en dehors de l'Europe, on nous dit c'est pas nous, c'est l'Europe. Et quand on n'est pas en Belgique, on dit c'est pas nous, c'est Bruxelles. Le message est le même partout, hein, c'est toujours Bruxelles. Le problème, c'est que Bruxelles ou l'Europe, c'est quand même en gros les mêmes que ceux qui décident au niveau fédéral. Il va quand même aussi leur rappeler, pas toujours aller s'appuyer contre des décisions prises soi-disant exclusivement par la Commission européenne. Bien sûr, il y a la Commission européenne, mais il y a aussi des décisions qui sont prises par les chefs d'État, et c'est parce qu'ils se sont engagés au niveau des chefs d'État qu'aujourd'hui ils ne savent plus faire demi-tour et qu'ils n'ont pas, je le redis une deuxième fois, les couilles de faire demi-tour, même à l'intérieur du Parlement européen. Donc ça, ce sera ce que nous devrons mener comme plan systématiquement par rapport à toute décision budgétaire et toute décision d'austérité qui sera prise, parce qu'elles seront toujours éminemment liées à la contrainte qui va exister au niveau du carcan que le traité budgétaire va nous amener. Et personnellement, avec toute l'amitié que j'ai pour la communauté germanophone, mais moi j'aime bien leurs décisions, mais allez, il faut arrêter de rire, hein, ils savent quand même bien faire le calcul sans le demander à Bruxelles. Hein, s'ils ont un problème, je peux leur faire pour demain matin. C'est un peu facile comme décision, permettez-moi de le dire. Et par ailleurs, c'est un peu facile de venir dire ça dans le cadre où ces chiffres-là sont tout à fait connus, puisqu'on est dans le cadre, dans ce pays, d'un plan de relance qui est en train d'être organisé au niveau fédéral, et que chacune des régions a envoyé, et de façon chiffrée, au fédéral, quelles étaient ses intentions et ses demandes en termes de plan de relance. On sait dans quel contexte on vit. J'ai entendu parler de cette position de la germanophone, mais je la trouve vraiment particulièrement hypocrite. Mais on peut en discuter après. Je termine ce point, mais je peux les carner. Donc, alors, pour en venir et répondre à Raoul très clairement, moi, je n'ai pas de problème, parce que dans les principes fondateurs de la FGTB, qui sont toujours d'actualité, nous sommes une organisation anticapitaliste, qui fait toujours partie de nos principes, et nous sommes là pour, en ce qui nous concerne, pas faire des ajustements à la marge, mais profondément réformer le système socio-économique dans lequel nous vivons. Moi, c'est clair que c'est mon objectif tous les jours en tant que responsable syndical au niveau de la FGTB Wallonne, et c'est avec cet objectif-là que je travaille, et qui est un objectif profondément anticapitaliste, que ce soit clair. Le problème qu'il y a quand même, parce que, et je vais le dire très clairement ici, comme pour le vote au niveau du TSCG, qui se fera malheureusement aussi au niveau du Parlement wallon, c'est que là où on pouvait traduire en acte la position de principe que je viens d'exprimer encore au lendemain de la guerre, et pour ce qui concerne la FGTB, encore dans le congrès de 54-56 et de nos congrès relatifs aux réformes de structure, ça avait encore un sens économiquement, on l'a fait. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un contexte socio-économique un peu différent, mondialisation de l'économie, et si je dis ça, c'est pourquoi? Parce que moi, j'aime bien Jaurès aussi, mais on est à une époque un peu différente de celle de Jaurès sur l'environnement économique dans lequel nous sommes. Vous savez, le problème que les organisations, que les progressistes ont eu au cours des années 60-70, en ce compris les organisations syndicales, je sais balayer dans la porte, en ce compris les organisations syndicales, c'est que nous avons été incapables de faire évoluer les outils de protection sociale
sociales, les outils de répartition des richesses qui ont été créés au lendemain de la guerre 40-45 et qui fonctionnaient bien pour le système que moi je connais, parce qu'ils étaient organisés à un niveau national, je disais à l'époque, et à un niveau national, ça avait un sens d'avoir une fiscalité qui était un peu plus redistributive qu'aujourd'hui. Ça avait un sens d'avoir une sécurité sociale qui était suffisante, organisée à un niveau national, et lorsque il aurait fallu organiser ces outils-là à un niveau supranational, les progressistes dans leur ensemble ont été dans l'incapacité de le faire. Et ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Ne nous jetons pas la pierre les uns les autres ici. Nous avons été dans l'incapacité d'établir un rapport de force pour faire en sorte de construire et de reconstruire ces outils à un niveau supranational. Ça, c'est la vérité. Nous, les organisations syndicales, mais aussi l'ensemble des partis de gauche et l'ensemble des mouvements de gauche. Et vous savez, deux éléments de réponse, réflexion par rapport à ça. Moi, je suis étonné qu'on n'a pas noté qu'au cours de ces, je crois que c'est 7 ou 8 dernières années, parce que c'est pas des actions qui ont eu contre le plan, le pacte des générations, pardon, où depuis le pacte des générations, ici, quand Philippe 96, si je me trompe, 95, depuis 95 jusqu'aujourd'hui, bon, c'est pas un cri de victoire ce que je veux dire, mais il faut quand même savoir qu'il y a eu les 3 des 5 plus grandes manifestations sociales depuis la guerre 40-45, si j'accepte, je mets de côté la grève de 60, ok? En dehors de la grève de 60, 3 des 5 plus grandes actions et manifestations qui aient eu depuis la guerre 40-45 ont eu lieu depuis le pacte des générations. Moi, j'ai cette chance d'avoir été voir les responsables politiques à peu près à chaque fois. La réponse a toujours été la même. C'est vous avez raison, on comprend, mais on ne sait rien faire. Ça, c'est la réalité aussi des responsables politiques nationaux devant lesquels nous nous trouvons. Et je vais vous dire un truc, je crois que malheureusement, vu le contexte dans lequel on est, ils ont en partie raison. Mais c'est triste à mourir de se dire qu'on a des gens qui nous disent on sait qu'on vous fait mal, on sait que vous avez raison, on a vu que vous étiez 100 000 dans la rue, mais on ne sait rigoureusement rien faire. Et je terminerai par une note positive, je le dis partout où j'ai l'occasion de le faire. Arrêtons non seulement de discuter parfois, mais surtout de nous disperser au niveau des mouvements de gauche. Et essayons de voir quelles sont les 2 ou les 3 revendications qu'on peut porter au niveau européen pour essayer d'inverser le cours des choses que je viens d'expliquer ici. Et arrêtons de faire de la théorie de remplir des bibliothèques, on en a assez rempli comme ça. Quelles sont les 2 ou les 3 revendications qui peuvent nous fédérer et faire en sorte que nous puissions reconstruire un mouvement au niveau européen et relancer la mécanique dans l'autre sens? Et moi, il y en a une que je pense qui doit être la première de ces 2 ou 3 revendications, c'est de dire l'impôt des sociétés au niveau européen, c'est la première des revendications que nous avons apportées au niveau syndical et je pense au niveau de l'ensemble des progressistes européens. Tout le reste, et je le dis, je sais avec violence, tout le reste c'est du blabla. Tant que nous n'aurons pas réussi à avoir un impôt des sociétés harmonisé au niveau européen, on se fera plaisir entre nous et nous n'avancerons sur strictement rien. C'est le socle, c'est la base qui nous permettra de construire le reste. Tant qu'on n'aura pas ça, eh bien on continuera nos combats et nous devrons continuer à les mener. Mais je pense que parmi les 3 revendications qui pourraient fédérer l'ensemble des progressistes au niveau européen, c'est celle-là qui doit être la première. Sur le national européen qui a été invoqué par Raoul,